Je pense que c'est pas évident d'arriver en pleine crise, justement, et je pense que ça a même suscité l'interrogation de mes équipes. Du coup, il fallait donner une nouvelle impulsion pour faire en sorte de relancer la machine. Donc concrètement, revoir le pitch, revoir la façon de présenter notre produit dans ce contexte, revoir même notre pricing, parce que clairement, c'était plus la même chose. Gymlib, notre mission, c'est mettre au sport un maximum de monde. Donc, surtout en cette année où ça a été décrété grande cause nationale. Moi, je pousse mes équipes BDR à appeler, parce que c'est ça qui fonctionne et le taux de conversion n'a rien à voir. En fait, du produit jusqu'au closing, voire de l'upsell, notre objectif, c'est de mettre le client au cœur de tout ça. Bonjour, vous écoutez Vive la Vente, le podcast qui apporte des solutions simples à mettre en place pour booster l'efficacité de votre équipe commerciale. Je suis Julien Le Sueur, directeur associé au sein d'Up2, le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 2007, nous aidons les dirigeants et les patrons du commerce à renforcer leur force de vente en leur permettant de recruter de bons commerciaux, en formant leur équipe aux méthodes qui marchent et en les aidant à se transformer commercialement avec de nouvelles méthodes de vente. Dans chaque épisode, je reçois un spécialiste de la vente pour profiter de son expérience et lui demander ses meilleures mécaniques commerciales. Si Vive la Vente vous plaît, je vous invite à vous abonner et mettre 5 étoiles si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast. Bonne écoute! Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Jennifer Citruc, Head of Sales chez Gymlib. Alors Gymlib, c'est tout d'abord une start-up qui a fêté ses 10 ans cette année et qui s'impose comme le leader du bien-être en entreprise et tout particulièrement du sport pour les salariés. En 10 ans, Gymlib, c'est de belles levées de fonds et surtout un rapprochement récent et important avec son homologue allemand eGym pour devenir le géant européen du bien-être en entreprise. En France, Gymlib propose plus de 300 activités dans quelques 4000 infrastructures partenaires pour plus de 1500 clients. Et pour revenir sur les secrets d'un tel succès commercial, j'ai le plaisir de recevoir Jennifer sur Vive la Vente. Jennifer est arrivée chez Gymlib en février 2021, peu après une profonde transformation de leur offre, qui est passée du B2C à un ciblage entièrement B2B. Alors au programme de cet épisode, comment est-ce qu'on se transforme avec succès une solution qui pourrait être considérée comme un nice to have en tant que must have absolu? Comment est-ce qu'on anime et récompense ses commerciaux? Et comment animer sa force de vente pour lui donner la banane et l'envie de se dépasser au quotidien? Et enfin et surtout, comment est-ce qu'on se transforme commercialement parlant? Comment ça va Jennifer? Tout va bien, merci Julien. Est-ce que j'ai bien résumé? Parfaitement. Bon. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur ton track record et comment est-ce que tu es tombé dans la vente? Écoute, j'ai un parcours un peu particulier parce que moi je viens du produit à la base, donc du produit du e-commerce, et ça fait que 7 ans que je suis passée dans le monde des sales, sur 14. Et donc tes premières expériences sales, tu faisais quoi avant? Je suis passée par Smartbox, les coffrets cadeaux, par Edenred, leader du ticket restaurant, et donc là pour le coup, grosse boîte du CAC 40. Perkbox ensuite, et maintenant Gymlib depuis bientôt 3 ans. Ok, super. Et Edenred, une belle école aussi de vente et de formation pour les commerciaux. Exactement. Parfait. En préparant ce podcast, on a vu que tu avais connu avant Gymlib de belles expériences dans le monde du bien-être également. D'abord donc chez Smartbox, comme tu le disais, sur un poste assez digital, et puis chez Edenred, avec un focus plus vente. Qu'est-ce que tu retiens de tes premières expériences? Quels ont été les enseignements commerciaux et les bonnes pratiques de ces premières expériences que tu as pu mettre en pratique? Oui, je viens du monde B2B, donc vraiment toujours dans le monde des bénéfices, avantages aux salariés, donc de voir toutes ces expériences. Que j'ai appris, au démarrage, c'était surtout la logique des business plans, de scalabilité dans différents pays, parce qu'à chaque fois, aussi bien chez Edenred que chez Smartbox, mon enjeu c'était de développer des machines de vente aussi bien en France que à déployer dans d'autres pays européens. Donc c'était hyper intéressant, des enjeux globaux où j'avais beaucoup à travailler du coup avec les sales, mais aussi le marketing, les équipes produits, donc des rôles assez transversaux à chaque fois. Transverse et scalabilité. Exactement. Ok. Et de tes expériences passées, est-ce que tu saurais nous dire quelle a été ta plus belle vente, ta plus belle expérience commerciale? Ça a été, je dirais là récemment, de développer des gros clients chez Gymlib. Aujourd'hui, Gymlib, comme tu le disais, c'est plus de 1500 clients, mais clairement, développer des grands groupes du CAC 40 et par exemple la signature de Carrefour l'année dernière, pour moi, ça a été un gros enjeu et une des plus belles ventes. Et bravo. Merci. Tu as rejoint Gymlib en plein Covid. Ouais. Je le disais en début 2021, donc c'était une période qui était assez complexe, où il a fallu remobiliser les équipes. De cette expérience fastidieuse, quels sont les enseignements que tu as tirés, les conseils que tu peux donner à nos auditeurs sur
comment réussir sa prise de poste en pleine crise, quand on est directeur ou directrice commerciale, comment bien s'intégrer et booster sa nouvelle équipe. Je comprends, et oui, je pense que c'est pas évident d'arriver en pleine crise justement, et je pense que ça a même suscité l'interrogation de mes équipes. Okay. Et là même aujourd'hui, je vois un de mes top sales qui me dit mais c'est vrai que quand t'es arrivé, je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle fait là, pourquoi elle a pris ce poste, on arrive en plein Covid, toutes les salles de sport sont fermées, et on arrive chez Gymlib en tant que directrice commerciale, qu'est-ce qui se passe? Donc je pense que la première chose c'était de convaincre l'équipe et de faire de faire ses preuves en réalité. Donc la motivation de l'équipe c'était clé. L'équipe revenait tout juste de chômage partiel. On avait subi beaucoup de portes fermées parce que le cœur de notre produit n'était plus accessible, sans head of sales depuis plusieurs mois. Du coup, il fallait donner une nouvelle impulsion pour faire en sorte de relancer la machine. Donc concrètement, revoir le pitch, revoir la façon de présenter notre produit dans ce contexte, revoir même notre pricing parce que clairement, c'était plus la même chose. Mettre en place des rituels commerciaux qui s'étaient perdus en réalité, donc refaire des pay previews, refaire des kick-offs de trimestre, et ça c'était assez nouveau en réalité pour l'équipe de se dire on a envie de mettre en place des kick-offs où on va remotiver tout le monde, où on va réexpliquer un peu c'est quoi les enjeux, qu'est-ce qu'on a envie de faire, quelles sont les nouveautés et vers où on va. Et donc ça je pense que déjà la première partie motivation s'est faite de cette façon-là. Et le second enjeu c'était structurer, parce que vu que l'équipe était au ralenti, que tout était fermé, les ventes étaient, ils revenaient doucement, j'ai envie de dire. Donc, il fallait être prêt pour la réouverture des salles de sport. Parce que, forcément, ça allait revenir. Donc, du coup, on en a profité pour recruter. Donc, recruter une nouvelle équipe. Pas forcément évident, encore une fois, en plein Covid. Donc vous mais avez on l'a continué fait. à investir. Ouais, exactement. Et mettre en place un programme d'onboarding pour chaque personne qui rejoint l'équipe, en réalité, avoir une structure bien faite. Ça a été le moment de construire ça, puisque c'était plus à l'arrêt. Donc relancer la machine aussi de grosse marketing, ça a été un enjeu, en travaillant avec le CMO pour optimiser tout le traitement des leads et faire en sorte que justement, quand ça reparte, ça reparte forte. Ok, top. Donc si je résume en quelques mots, retravailler la motivation de l'équipe, l'adhésion, fédérer. Deuxième point, c'est plus d'un point de vue discours, réaligner le pitch, la proposition de valeur, enfin le revue de pricing également, la remise en place aussi d'animation, de rituels commerciaux, et enfin restructurer d'un point de vue équipe, et on l'a dit, recruter pour derrière avoir des commerciaux qui commencent à semer des graines pour qu'on puisse repartir plus fort lorsque le marché repart également. Pour revenir à Gymlib, c'est quoi votre proposition de valeur ? Gymlib, notre mission, c'est mettre au sport un maximum de monde. Donc, surtout en cette année où ça a été décrété grande cause nationale. Donc on arrive en année JO 2024. Donc clairement, notre solution, ça permet d'engager les salariés dans un mode de vie sain et actif. Donc concrètement, comme tu le disais, c'est une application qui permet de réserver un jour un cours de yoga, le lendemain un foot en salle, le jour d'après un paddle, etc. avec un abonnement unique sans engagement pour le collaborateur. Ouais, c'est pluridisciplinaire, c'est sans engagement et c'est à un coût en plus de ça hyper attractif. Exactement. Qui sont vos concurrents et qu'est-ce que vous continuez de faire mieux que le marché ? On a 2 concurrents principaux, ClassPass et Urban Sports Club. Ok. Les 2 sont pas des acteurs français et ne sont pas exclusivement B2B. Donc nous, notre cœur de cible, c'est clairement le B2B, on ne fait que ça et c'est là où on est bon. Okay. Et ensuite, notre force, clairement, c'est le réseau de partenaires. Et aujourd'hui, c'est notre produit qui fait la différence. Okay. Et avoir un réseau plein d'exclusivité, clairement, ça n'a rien à voir. Donc on se positionne vraiment plus premium que ces 2 acteurs. Ouais, et on le rappelle, vous avez 4000 partenaires en France et ça, c'est... Exactement, et sur toutes les villes de France. Ouais, ça, c'est top. Peut-être pour revenir sur vos enjeux de l'année prochaine, là on va commencer de 2024, justement, c'est quoi les sujets sur lesquels vous travaillez actuellement, c'est quoi les 2-3 enjeux que tu as envie de régler ou de craquer l'année prochaine ? On est en train de revoir un peu toute l'organisation commerciale et notamment avec le déploiement des régions. Donc le gros enjeu de l'année prochaine, c'est vraiment développer des villes clés. Aujourd'hui, on a déjà des clients dans certaines villes de France, mais là, on va développer des city managers qui seront présents sur place pour vraiment développer ces villes-là. Avec une sorte de modèle de franchise ? Alors non, ils seront salariés, mais pour autant, on cherchait vraiment des profils intrapreneurs, parce que clairement, c'est des gens qui doivent connaître parfaitement le réseau, se faire des connexions en local et connaître du coup le tissu industriel de sa ville. Local, ok, top. Ouais. Si on rentre maintenant dans le vif du sujet justement du cœur de ta machine de vente, comment est-ce que vous êtes organisé ?
Aujourd'hui, c'est une équipe d'un peu plus de 30 personnes. On a un pôle BDR, on en a 9, un pôle account exécutive, divisé avec 2 team leads, ça représente 14 personnes. D'accord. 9 CSM qui account manager, Ok. et 2 personnes sur la partie events, qui fait également partie de notre offre. Ok, top. Et comment vous adressez le marché? Alors, tu commençais à dire qu'il commençait à y avoir une organisation géographique. Ouais. Et exactement. Donc les BDR sont multi-zones. Ok. Donc clairement, c'est de la chasse. Beaucoup d'outbound, même que de l'outbound sur la partie BDR, Ouais. ou chasse sur des leads préqualifiés, mais vraiment pas chauds. Ok. Les accounts exécutives, eux, reçoivent des leads qualifiés, des demandes de rendez-vous, ce genre de choses, font un peu de chasse et surtout traitent les rendez-vous des BDR. Ils font des démos jusqu'au closing. Et la partie CSM gère l'upsell, la rétention, le cross-sell, qui fait quand même une grosse partie de notre MRR également. Ok, top. Est-ce que tu saurais définir l'identité de votre culture sales, l'ADN commun de tes meilleurs éléments? Ouais. On a la chance de bosser sur une boîte qui est dans le sport. Donc l'envie de réussir, la persévérance de chacun des sales, l'envie d'atteindre ses objectifs et de se dépasser, elle est là. Et en fait, on a des gens assez passionnés dans la boîte. Au même titre que leur vie perso. Donc du coup, ils sont à fond pour réussir dans une compétition saine, un peu comme dans le sport en réalité. Ils ont envie de se tirer vers le haut et donc ils sont à fond dans la performance et comment faire mieux en général. Et donc vraiment, on baigne là-dedans et donc c'est cool d'avoir ces valeurs du sport au travail. Si on se penche sur votre cycle de vente, comment ça se passe généralement? C'est quoi les différentes étapes du cycle de vente? Vous adressez qui également? Alors, sur les phases du cycle de vente, on est sur de la qualification via un BDR, comme on se le disait. Donc, on utilise la méthode BANT pour qualifier le prospect Alors, tu peux et l'opportunité. nous dire comment ça se passe justement cette méthode BANT? Alors, donc la méthode BANT, ça permet donc de définir le budget, l'autorité, le besoin et le timing du projet. Et donc de cette façon-là, dès lors qu'un lead est qualifié, on crée une opportunité qui est donnée à l'account exécutive qui, lui, du coup, peut faire une démo au client avec un maximum d'informations et pour être le plus précis possible pour répondre aux besoins du client. Okay. Donc du coup, l'account exécutive, souvent une semaine après, va faire une démo. Il y a tout le suivi de vente. Notre cycle de vente, il dure à peu près 3 mois. Ça s'est un peu allongé ces derniers temps en cette fin d'année, donc c'est plutôt 4 maintenant. Mais donc on est dans ces eaux-là. Il close, on espère, il close ce deal. Et après, ça arrive à l'équipe CSM qui, elle, vraiment a des enjeux d'activation et d'upsell assez forts pour faire en sorte que le client soit content, utilise Gymlib un maximum, en profite et il déploie un maximum dans la boîte. Ok, top. Donc, si j'ai bien suivi, il y a une première étape de qualification avec la méthode BANT, budget, autorité, need en anglais, mais en français c'est besoin, et time frame pour l'échéance, le temps. Ensuite, la démo, le suivi, le closing, et ensuite, lorsqu'il est client, l'upsell, le cross-sell, etc. C'est à peu près 3 mois, c'est ça? 3-4 mois. Ça se rallonge. La deuxième semestre, le contexte économique fait qu'on sent les budgets se ralentir. Et donc, ça met un peu plus de temps à convaincre. Et justement, en termes de budget, on est sur quoi comme panier moyen annuel? On est sur du 1 700 € de MRR, donc de Monthly Recurring Revenue. On est sur une solution SaaS. Et donc, ça, c'est le panier moyen de nos clients. Ok. Votre prospect ou votre client type? Alors, on est sur des clients grands comptes qu'on développe, mais le cœur de cible, ça reste mid-market. Et en termes de persona, c'est plutôt soit les RH, soit le CSE. On est vraiment sur du 50-50. Aussi bien l'un que l'autre peut prendre Gymlib. Ça rentre dans les budgets de chacun et dans les atouts de chacun, en tout cas, parce que le RH va vouloir développer sa marque employeur, l'attractivité, etc. Le CSE, le pouvoir d'achat, l'accès au sport et à la culture. Et donc, du coup, on répond aux deux. Canon. Tu as dit que l'outbound représentait 60% de vos flux. Comment est-ce que vous gérez la prospection justement chez Gymlib entre le mailing et le téléphone? On fait des séquences, on set de l'emlist, donc entre messages email, LinkedIn, WhatsApp et call. Et maintenant, je t'avoue qu'on a une culture très call, on voit que ça fonctionne bien mieux d'appeler. Et donc, moi, je pousse mes équipes BDR à appeler, parce que c'est ça qui fonctionne et le taux de conversion n'a rien à voir. Alors, c'est quoi tes meilleurs conseils, justement, en prospection que tu donnes à tes commerciaux, que tu leur rabâches au quotidien? Ce que je te disais, donc d'appeler déjà, et donc de doser, parce que, et même, j'étais sur un événement, par exemple, il y a 2 semaines, où je parlais à une DRH, et je lui disais justement,
en ta casquette de DRH, qu'est-ce qui fait la différence et qu'est-ce qui fait que tu vas répondre à une sollicitation plus qu'une autre, parce que c'est vrai qu'ils se font démarcher toute la journée. C'est clair. Et ce qu'elle me disait, c'était, en fait, c'est vrai que dès qu'on m'appelle plusieurs fois, on m'a laissé un message, et là, enfin, la personne arrive à m'avoir au téléphone, il a le smile, il est sympa, oui, j'y réponds, et oui, j'ai envie de lui faire plaisir, et donc après, je peux me laisser convaincre, et pourquoi pas. Donc clairement, la personnalité y joue, ne pas lâcher, la persévérance, et l'un dans l'autre, on y arrive. Ouais, donc c'est le rythme et la personnalité aussi. Moi, j'aime bien cette notion d'avoir un individu qui est aussi authentique et qui a de la personnalité en face de soi. Ça donne envie aussi la singularité, finalement, donne envie de te livrer. Exactement. Ok. Si on parle aussi de vos méthodes, qu'est-ce que vous faites mieux que la concurrence aujourd'hui en termes de méthodes de vente ? On est plus structuré sur les deals, je dirais. Comme je te disais, nos concurrents, ils sont à prépondérance B2C. Ils ont une petite équipe B2B à chaque fois, mais ça n'a rien à voir en termes d'organisation. Donc du coup, dans la structure de nos deals, on est, je pense, beaucoup plus carré et c'est notre cœur de métier. Donc par exemple, on utilise depuis quelques mois un outil qui s'appelle Catalyse. C'est une data room qui permet d'impliquer le prospect dans tout le cycle de vente. Donc de mettre tous les documents dedans. C'est présenté de façon hyper sympa. On a mis une passe marketing dessus pour mettre des vidéos, nos press, etc. Donc c'est personnalisé pour chaque client. Et on a même un plan d'action ensuite, partagé avec le client, des prochaines étapes et faire ce follow-up. C'est hyper pertinent et ça implique le prospect. Donc j'avais des doutes, je t'avoue, au démarrage. Je me suis dit, attends, on va lui envoyer un lien. Est-ce qu'il va vraiment s'y connecter ? Est-ce qu'il va suivre le plan d'action, etc. Mais le feedback est super bon. Les prospects du coup s'y connectent et on voit quand ils s'y connectent, donc c'est pratique aussi de voir quand quelqu'un est venu sur la page, sur quoi il a cliqué, qu'est-ce qu'il a regardé, etc. Donc ce genre d'outils, ça nous aide beaucoup. Ok, canon. C'est quoi vos pratiques commerciales, managériales sur lesquelles vous êtes expert et qui peuvent inspirer aussi d'autres dirigeants commerciaux ? Je pense que notre particularité, c'est la capacité à avoir des ambassadeurs sur notre produit. Ok. Donc on a de la chance, on a un produit B2B2C, et donc ça veut dire qu'il faut convaincre bien entendu le décisionnaire, mais en réalité, qui est-ce qui pousse ? C'est les salariés. Ouais, exactement. Et donc beaucoup de nos deals arrivent par des salariés qui nous disent « Ah mais moi j'ai trop envie d'avoir Gymlib dans ma boîte, comment je peux faire ?» Alors soit ils nous appellent à nous, soit il va y avoir le DRH ou le CSE d'une boîte qui va nous contacter en disant « Oh là là, les salariés m'ont demandé Gymlib, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous faites ?» etc. Et quand la demande vient du salarié, c'est plus facile de le vendre. Et là, oui, c'est concret, ça montre que les gens ont envie. Et donc ça, on a cette chance grâce au produit en lui-même qui est bon, une stratégie de parrainage qui a été mise en place pour justement développer ce bouche à oreille qui fait que l'un et l'autre vont pouvoir parler de Gymlib, et même du marketing B2B2C qui permet d'adresser ses utilisateurs un peu partout. Ok, on voit que ça a déjà été bien pensé, que c'est déjà bien live, mais qu'est-ce qu'on peut encore améliorer ? C'est quoi les pistes de progression encore chez Gymlib ? Est-ce que vous avez pensé à faire du freemium peut-être pour les premiers utilisateurs d'un prospect potentiel pour remonter ensuite aux décisionnaires ? Alors c'est des discussions de codir permanentes, là tu rentres dans le vif du sujet, mais oui, on parle de product lead growth et on s'est souvent dit, est-ce que c'est une bonne façon de faire ? C'est toujours en réflexion, c'est quelque chose qu'on n'a pas acté. Mais en réalité, je suis persuadée qu'arriver via l'application qui serait disponible pour quelques temps, avec quelques pulses, ce genre de choses, oui, ça pourrait marcher, ça permettrait de nous faire connaître encore plus. Mais c'est pas live encore. Ok. Le PLG, le Product Lead Growth, comment tu le définis justement ? C'est la possibilité par le produit de développer ses ventes. Donc concrètement, je vais aller sur l'Apple Store, je télécharge Gymlib, je peux accéder à quelque chose, comme tu le disais en freemium, peut-être dans un premier temps, avec quelques contenus. Alors qu'aujourd'hui, on télécharge Gymlib, je suis pas client, j'ai une page de connexion et je peux pas faire grand-chose. Quoique, on a ajouté un formulaire depuis peu qui permet justement de récolter des leads. Donc c'était notre première étape. Ok, c'est le cheval de Troie en fait. Voilà. En termes de méthodologie commerciale, qu'est-ce qui a changé pour ta force de vente depuis qu'il y a eu le rapprochement avec eGym ? Comme je te disais au démarrage, ça va être l'implémentation de City Manager. Donc ça, c'est le gros changement qui arrive. Donc là, on les a recrutés et je suis ravie de les accueillir au mois de janvier. Voilà. On est en train de créer 2 pôles avec des team leads qui gardent des objectifs opérationnels. Avant, on avait un responsable des accounts exécutifs qui était vraiment que sur du management. Et donc là, on s'est dit, en fait, on va le scinder en 2. Et avec toujours cette volonté de montrer par l'exemple, avec des team leads qui sont les mains dedans et qui traitent des deals aussi en direct.
Et enfin, on a revu aussi la méthode d'attribution des leads. Et donc, par exemple, un account exécutif va recevoir directement sur son agenda des leads chauds de demande de rendez-vous, alors qu'avant, ça arrivait sur le BDR. Ok. Et donc ça, c'est plus le cas. C'est plus le cas pour justement réduire ce cycle de vente. Ouais, exactement. Okay. Qui avait tendance à se rallonger, tu le disais tout à l'heure. Voilà. Tu nous disais aussi en préparation que vous êtes peu affecté finalement par l'inflation. Comment est-ce que Gymlib et le bien-être en entreprise est devenu une priorité pour vos clients ? En d'autres termes, comment est-ce que vous êtes passé d'un nice to have à un must have ? Je pense qu'on a la chance d'avoir un contexte économique super favorable pour nous. Comme je te disais un peu plus tôt, le fait qu'il y ait les JO l'année prochaine à Paris fait que les entreprises ont envie de solutions sport et en tout cas se posent la question de c'est les JO l'année prochaine, qu'est-ce que je fais et comment j'implique mes salariés dans cette démarche. Donc du coup, c'est vrai que quand on a ce discours-là et quand même on voit nos flux entrants qui vient par ce biais, forcément les gens se sentent plus concernés, veulent mettre en place quelque chose. Et en plus de ça, il y a la quête de sens des collaborateurs qui arrive de plus en plus et qui se fait savoir. Et donc savoir que son entreprise s'implique dans ces sujets, c'est clairement un atout. Et donc du coup, les entreprises ont de plus en plus envie de se développer sur le sport. Ok, elles vont le capitaliser aussi sur l'événement de l'été prochain. Mais, exactement. Top. Ok, c'est quoi les objections courantes que vous rencontrez ? Ça va être la priorité versus un autre bénéfice de l'entreprise. On entend parler du pass mobilité en ce moment, de l'avance sur salaire. Même de la décoration du bureau. Donc, ça va être les projets de culture d'entreprise, ce genre de choses. Alors, comment est-ce que vous les dépassez ? Comment est-ce que vous remontez aux enjeux et aux décisionnaires, justement, pour gagner en impact et en transformation derrière ? On revient sur les arguments clés de Gymlib, qui est que déjà, impliquer une démarche sportive, c'est vraiment durable dans le temps. Ça permet d'avoir une cohésion d'équipe. Et clairement, là, toutes ces solutions-là, oui, c'est sympa, mais ça permet pas de passer du temps ensemble. Et par exemple, de par notre produit, on l'a fait évoluer récemment en se disant on va mettre en place un fil d'actualité qui permet de partager des séances entre collègues pour se motiver à faire du sport. Et donc typiquement, ce type d'action nous permet de nous différencier des autres et de remonter sur les valeurs clés de Gymlib. Tu nous disais aussi en amont que vous avez réussi à doubler votre MRR, votre revenu mensuel récurrent. Comment est-ce que vous avez généré ça d'un point de vue commercial ? Ça a été quoi l'attraction ? Ce qui a beaucoup changé, c'est le développement de l'outbound. C'est quelque chose qu'on faisait très peu avant et c'est ça qui nous a aidé à nous développer. Donc du coup, on allait voir des boîtes qui nous connaissaient pas forcément et donc ça c'est plus les plus petites boîtes, justement le mid-market dont on s'est parlé un peu plus tôt. Et du coup, on a également adapté notre offre et notre pricing pour pouvoir cibler un maximum de monde. Le feedback qu'on avait au démarrage, c'était Gymlib c'est cher, on peut pas se le permettre, etc. Et en fait, en prenant du recul, Gymlib, il y en a pour tous les prix. C'est comme un ticket restaurant. Soit je cofinance une toute petite partie, mais au moins je mets à disposition Gymlib et je suis dans un enjeu de développement du sport. Ou en effet, je peux cofinancer beaucoup. Il y a des employeurs qui payent à 100% l'abonnement Gymlib. Mais ça, c'est hyper rare et c'est pas ça qu'on a envie de développer. C'est clairement le fait de se dire on partage, on subventionne et grâce à ça, on arrive à mettre en place une démarche sportive. Ok. Après, le revenu de chacun de vos comptes, il dépend forcément de l'utilisation qui en est faite par les salariés, j'entends, de vos clients. On appelle ça le revenu utilisateur. Comment est-ce que vous pouvez le stimuler, vous faites des événements, comment est-ce que ça fonctionne ? Ouais, alors l'enjeu d'activation est très fort et donc du coup, on a toute une stratégie de lancement de compte parce qu'on se rend compte qu'en réalité, au bout de 3 mois, on a l'activation cible d'un compte. Donc on a des kits de communication dédiés, on peut faire des événements sur place ou on peut faire venir des partenaires même pour parler des salles à proximité. On adapte nos communications justement en fonction de la localisation de l'entreprise. Et donc en fait, on a vraiment des équipes Customer Success Management qui sont centrées sur comment je fais pour développer mes comptes et développer l'activation qui fait que demain, Gymlib fonctionne et se déploie à fond dans toutes les entreprises. Ok, top. Quelles sont les grandes méthodes de vente que vous utilisez chez Gymlib ? Tu as parlé du Gantt tout à l'heure. Je crois que vous êtes aussi assez fan du Customer Centric Selling. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les méthodes que tu mets en place dans tes équipes au quotidien ? Tout à fait. Et donc là-dessus, en fait, du produit jusqu'au closing, voire de l'upsell, notre objectif, c'est de mettre le client au cœur de tout ça. Donc notre client, aussi bien décisionnaire que même utilisateur. Parce que dès lors qu'on va développer une fonctionnalité, on fait du user testing avec soit certains de nos clients, mais qui ne connaissent pas forcément Gymlib, des utilisateurs qui sont moins dans la cible. Par exemple, on parlait un peu plus tôt de Carrefour. Bah oui, les hôtesses de caisse, c'est difficile de faire en sorte de leur faire connaître, de leur faire utiliser Gymlib. Et donc, notre enjeu, il est justement d'aller chercher ces personnes-là, comment on fait pour se développer et faire en sorte qu'ils y arrivent. Donc, sur le produit, on va travailler ça à fond.
Et après, on a même des ambassadeurs qu'on va impliquer lors de nos ventes. Et donc, comme je te disais un peu plus tôt, on peut appeler des salariés de la boîte, prospects. La caissière de chez Carrefour. Ben voilà, par exemple, en lui disant, voilà, j'ai envie de signer Carrefour. Qu'est-ce qui va faire mouche chez Carrefour? Quelles sont les particularités que je dois savoir pour pouvoir signer? Et comme on a pas mal d'ambassadeurs assez fans, ça nous aide. Ok. Alors, pourquoi les objectifs collectifs? Pourquoi et comment ça peut booster derrière la performance de ta force de vente et comment vendre plus d'ailleurs grâce à ces ambassadeurs? Alors entre autres, sur les objectifs collectifs, pour une équipe, et donc comme on est dans le sport, comme je te le disais, on est vraiment dans cette culture-là d'y arriver ensemble. Okay. Et donc du coup, une partie des objectifs, en effet, c'est le résultat collectif de l'équipe. D'accord. On a mis ça en place, pourquoi? Parce qu'on est vraiment dans cette logique d'entraide et d'y arriver ensemble. De cette façon, on va plus aller chercher des conseils de l'un de l'autre et typiquement sur la réécoute de call, par exemple, ce genre de choses, on va s'aider et se développer grâce à cet enjeu de collectif. Ça veut dire que tes équipes de CSM peuvent travailler avec tes équipes potentiellement d'AE et de SDR également. Totalement. Pour développer un compte, là pour le coup pour un grand groupe avec toutes ses filiales par exemple, c'est des choses qu'on va développer de cette façon-là. Ok. En termes de formation justement, qu'est-ce qui est mis en place pour les faire cranter tes différentes populations? Est-ce que tu as des tips justement ou des bons conseils pour les faire progresser, pour faire progresser le geste? En termes de formation, on a mis en place par exemple récemment une formation sur la méthode MEDDIC pour qualifier les grands comptes et faire en sorte justement de tout connaître du compte pour être excellent et pouvoir closer. Okay. Et après, il y a des choses plus surprenantes, j'allais dire en tout cas, sur par exemple de l'improvisation, comment répondre à des objections cibles et donc ça se passe plus avec de la réécoute de call ou des intervenants externes sur la partie plus théâtre, etc. où ça peut être sympa de le faire, mais c'est plus dans une logique de cohésion d'équipe et comment on peut se dépasser, c'est moins centré sales. Ok, ouais, donc ok, très clair. Si on parle gros sous maintenant, ça reste quand même le nerf de la guerre pour avoir des bons dans ces équipes. Tu nous disais que vous êtes en train de revoir votre grille de rémunération. Tu peux nous en dire plus? Ouais, on revoit surtout la partie variable, notre système de rémunération variable, et donc on s'est beaucoup inspiré justement de notre homologue, de notre homologue allemand qui nous a repris récemment. Et donc pour ce faire, on a mis en place une grille qui permet d'incentiver nos account exécutives aussi bien sur les nouveaux contrats rapportés que sur le run de ce contrat pendant les 2 ans à venir. Et donc, comme tu le disais tout à l'heure, on est sur du revenu utilisateur également. Okay. Et donc, typiquement, signer un grand compte, même avec un revenu entreprise qui serait pas énorme, en réalité, ça peut valoir beaucoup parce que le revenu utilisateur est fort. Bien sûr. Et donc, avant, on n'avait pas cette logique de revenu utilisateur, ce qui pouvait du coup rendre le cycle de vente un peu différent et des enjeux différents pour le sales qui n'ont pas lieu d'être parce que l'objectif commun de la boîte c'est le revenu en général de ce compte en particulier. Donc on a changé notre méthode pour le faire de cette façon-là et faire en sorte que le sales soit vraiment incentivé sur les 2 ans de contrat pour vraiment l'impliquer sur le long terme et signer des bons deals, bons pour tout le monde, bons pour le client, l'utilisateur et l'entreprise. Ok, donc si j'ai bien compris, jusqu'à présent vous étiez sur un modèle MRR, comme une boîte de SaaS classique, et maintenant vous allez être sur un modèle où les AE touchent pendant 2 ans des intérêts sur son portefeuille, donc il a intérêt à ce que ça fonctionne et à rester un peu comme un modèle un peu ESN finalement. Exactement, et donc d'où ce que tu disais tout à l'heure sur l'objectif collectif, bah oui, il va travailler d'autant plus avec le CSM pour faire en sorte de développer son compte et de réfléchir à des actions d'activation. Ce sera plus une culture du one-shot, mais du long c'est terme. ça. Ok. Je crois que vous utilisez également Cobra comme plateforme de gestion des commissions. Tout à fait. Alors, je trouve ça génial, Cobra, pour l'équipe en particulier, parce qu'en fait, ils ont la vue sur combien ils vont toucher à cet instant précis. Donc là, par exemple, on est en plein paramétrage de Cobra pour ce nouveau système de REM dont je te parlais à l'instant. Okay. Et donc, clairement, je vais pouvoir savoir à l'instant T combien je vais avoir ce mois-ci en fonction de l'atteinte de mes objectifs. C'est connecté à notre CRM, à notre outil de data qui permet de voir justement les utilisateurs, etc. Et donc, grâce à ça, on a la vue en direct. Et je t'avoue que pour moi, directrice commerciale qui doit faire le calcul en fin de mois, c'est magique. Un gain de temps. Exactement. Donc, c'est très simple. Ok. Comment est-ce que tu fais pour animer tes équipes au quotidien, pour leur donner la banane dans un contexte qui est pas simple en ce moment, qui est même assez tendu? C'est quoi tes conseils? C'est vrai que c'est pas simple en ce moment. C'est pas ce qu'il y a de plus évident.
Et je pense que partager, c'est clé. Donc, moi, je suis pour la transparence. Je suis de nature assez joviale. Je sais pas si ça se voit. Mais donc, Je confirme. voilà. Même quand c'est tendu, en vrai, je vais toujours arriver avec le big smile. Et comment on fait pour y arriver ? Et trouvons des solutions. J'ai une nature à vouloir aller de l'avant. Et donc, du coup, même s'il y a un souci, je le partage et on réfléchit ensemble. Et en fait, de se sentir impliqué et qu'on puisse réfléchir tous ensemble à des solutions, je pense que c'est ça qui les aide à avancer. Ok, top. Tu nous disais aussi, tu le disais tout à l'heure, vous faites des sessions de réécoute, de call, comme beaucoup de nos invités sur Vive la Vente. C'est quoi tes conseils pour faire de bonnes sessions de réécoute d'appel ? De manière assez opérationnelle en fait. Ouais, on le fait de deux façons chez Gymlib. La première, ça va être en asynchrone. Et donc là, on va travailler en binôme. Okay. Et donc, on va se dire, par exemple, Chloé, c'est le binôme de Yann. Elle va réécouter ses calls de temps en temps. Idem de l'autre côté. Et faire des commentaires en live. On utilise Mojo pour le faire. Et donc, du coup, on peut commenter en live sur l'outil. Et donc, ça, c'est pour la partie asynchrone. Sur la partie en équipe, on le fait toutes les 2 semaines. Et en fait, chaque semaine, la personne tourne. Et la personne qu'on va réécouter choisit le call qu'elle a envie de nous faire réécouter avec une problématique particulière. Ok, c'est pas forcément un call inspirant, c'est un call où elle a rencontré une difficulté. Oui, c'est plutôt ça. Parce que de se dire, un call qui se passe plutôt bien, il n'y a pas d'objection particulière, c'est assez smooth. Et au final, ça intéresse un peu personne. Parce que il n'y avait rien de particulier. Donc c'est plutôt... J'ai été moins bon sur ce call, je sens que là, j'ai pas su répondre. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place ? Est-ce que je peux avoir votre avis ? Et c'est plutôt se mettre en difficulté, mais en toute bienveillance. Et vraiment, on a cette culture d'avoir des critiques constructives pour toujours proposer des solutions, quoi. Ok, très bien. Si on prend un peu de hauteur maintenant, quel conseil tu donnerais à la grande majorité des patrons qui commencent leur transformation commerciale ? Par quoi commencer pour performer rapidement aujourd'hui, en fait ? Je dirais analyser son cycle de vente pour voir là où ça pêche. Donc vraiment regarder avec des chiffres son pipe, les différentes phases de pipe, comment ça convertit, où est-ce que je les perds, est-ce que c'est après la démo, est-ce que c'est après le R2, est-ce que c'est en closing, pour pouvoir avoir les bonnes actions et définir vraiment l'endroit où il faut avoir des axes d'amélioration. Ok. Et si on se réfère encore une fois au contexte actuel, est-ce que tu as d'autres conseils que tu donnerais aux patrons dont les forces de vente sont en difficulté en ce moment et ont du mal à performer ? La résilience, s'accrocher, se remettre en question en permanence et du coup identifier les objections clés pour oser proposer des nouveautés, pour répondre aux enjeux qui sont un peu nouveaux aujourd'hui. En réalité, il ne faut pas avoir peur de se remettre en question, de revoir son business model, de revoir son offre, parce que c'est en écoutant toutes ces objections qu'on va avoir des idées et qu'on va se dire, en fait, peut-être que mon pricing, il est fait de cette façon-là, c'est ça qui bloque et on veut revoir quelque chose. Donc c'est se benchmarker aussi. Ouais, je pense aussi. Et typiquement, nous, par exemple, à un moment, on a vu que ça ralentissait et que les gens avaient peur. Et je pense que c'est le contexte actuel qui fait que les gens ont peur de se lancer. Attends, en fait, ma direction me dit que c'est pas tout de suite le budget, etc. C'est pas les équipes, c'est les gens. Là, pour le coup, les marché. prospects. Ouais, okay. Exactement. Et donc, de cette façon-là, quand on écoute ce genre de choses, nous, on s'est dit, on va mettre en place une offre pilote pour que la personne se sente pas en mode je suis obligée de signer, je m'engage, etc. Et donc, on met en place une offre pilote qui permet de tester facilement et qui permet de sortir du contrat si on en a envie. Même si en réalité, on sait qu'offrir un bénéfice à une entreprise, à des salariés, c'est difficile de le retirer quand ça fonctionne. Donc on a confiance en notre produit et c'est pour ça qu'on l'a fait de cette façon-là. Ok, mais je retiens en gros la résilience, la pugnacité. Ensuite, identifier les différentes objections clés pour proposer de la nouveauté et aussi s'adapter au marché quand ça bouge aussi vite qu'en ce moment. Et enfin, mettre des offres, des phases pilotes dans chaque nouveauté pour pouvoir rassurer et adapter s'il y a des choses à corriger. Quels sont les chiffres et les KPI que toi tu suis au quotidien de ta force de vente qui te font dire que la machine tourne bien justement ? Là, on suit de plus en plus le taux de qualification des rendez-vous entre BDR et AE. On avait une problématique là-dessus. On a revu les critères de qualification à la hausse et ça a été vraiment notre enjeu d'envoyer les bons rendez-vous. Et là, tu vois, ces 3 derniers mois, clairement, on a remonté la barre et en fait, en se focusant sur ce KPI en particulier, ça a fonctionné. Après, ce qu'on suit, bien entendu, ça va être le panier moyen, le nombre de ventes par commercial, le nombre de rendez-vous par mois, l'évolution du pipe et également le nombre de refusols et les raisons des refusols qui font que du coup ça fonctionne pas pour, comme je te disais, analyser le pourquoi et s'adapter. Alors intéressant la progression de 20%, tu l'expliques comment en quelques mots ?
On avait une équipe BDR qui était vraiment axée sur du volume et sur j'appelle un maximum et je veux un rendez-vous et limite en 2 minutes je veux mon rendez-vous. Ok, clair. Donc c'est comme ça que ça a progressé en revoyant tout ça. J'entends que la quali a bien cranté. Est-ce que le volume a été dégradé de l'autre côté ou on est resté sur des mêmes niveaux de transactions? Pas tellement, parce que ils ont compris en fait une méthode différente et donc du coup ça a été. On a perdu peut-être 2 rendez-vous par mois par personne, mais franchement ça a été. D'accord. Ouais, et puis le temps que vous avez passé à préparer en moins des rendez-vous, finalement, il a été réinvesti ailleurs. Et le taux de conversion est bien meilleur. Ok, ça marche. C'est quoi les nombres d'objectifs que tu demandes à la semaine à tes SDR? 10 rendez-vous par semaine. D'accord, ok. Qu'est-ce que vous avez automatisé dans vos process commerciaux ces 2 dernières années qui vous fait gagner en efficacité, en productivité commerciale? Je te parlais tout à l'heure de Catalyse, la data room. Donc ça, clairement, ça a été quelque chose qui nous a fait beaucoup gagner du temps, puisque ça évite les allers-retours avec les clients, ça permet de tout centraliser en termes de doc, etc. Ok. On a mis en place aussi un outil qui s'appelle Claim pour les recos clients. Ouais. Et ça, c'était pas mal aussi, de pouvoir se dire comment je traque et comment je mets en relation un client avec un prospect. Et ça, c'est... En plus de gagner du temps, en réalité, c'est de l'efficacité et de l'aide pour la conversion d'un deal. C'est un outil de referral, c'est ça, Clément? Exactement, c'est ça. Et ça a bien fonctionné également. Et Cobra, dont on parlait pour les commissions. Donc ça, c'est un peu nos derniers outils Et on a parlé aussi de Lemlist et de Mojo. Exactement. J'ai envie de rentrer un peu plus dans le détail de Claim. Concrètement, moi, je suis un prospect, je suis up to un prospect, je suis intéressé, mais j'aimerais être rassuré sur l'utilisation qu'en font mes collaborateurs. Comment ça se passe ensuite? Donc moi, en étant toi prospect, je vais pouvoir regarder quel client te ressemble en termes de taille, en termes de secteur d'activité, pour voir dans ma bibliothèque de referrals, qu'est-ce que j'ai. Parce qu'en amont, pour mettre en place Claim, j'ai sondé ma base client et j'ai au moins 200 témoignages, je crois, vidéos ou questionnaires remplis, qui me permettent du coup de déjà avoir un referral assez précis sur comment ça fonctionne, qu'est-ce que j'aime chez Gymlib, etc. Et en plus, la possibilité de dire, tu peux me contacter si tu as envie pour que je t'en dise plus. D'accord. Et donc, du coup, je vais pouvoir te mettre en relation très facilement. Et surtout, moi, en tant qu'intermédiaire, je vais pouvoir voir où t'en es, qu'est-ce que tu as vu, est-ce que tu as voulu contacter quelqu'un, et du coup, suivre ce petit process-là. Ok, donc c'est déjà classé par taille de boîte ou typologie d'entreprise. Et il y a en fait, les entretiens sont déjà préalablement faits. Exactement. Ok. Et moi, je vais choisir lesquels te pousser en fonction de tes problématiques. Ok, top. On va passer aux dernières questions de fin. Quoi le meilleur conseil qu'on t'ait déjà donné? En tant que DIRCO, être amené à discuter pour mettre les équipes dans les meilleures conditions et défendre leurs intérêts, c'est, je pense, hyper important. Et en fait, je me rends compte qu'on n'est pas tout le temps aligné avec les intérêts de chacune des équipes en réalité. Donc du coup, avoir la capacité à se mettre à la place de l'interlocuteur, aussi bien en interne, du coup, dans ce contexte-là, qu'en externe avec son prospect, oui, c'est la chose la plus importante. Donc en fait, savoir regarder... d'un prisme un peu différent les différentes problématiques qu'il peut y avoir. Ok. Et qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à la commerciale que tu étais quand tu as commencé dans la vente il y a 7 ans ou alors à la jeune salariée il y a 14 ans qui s'est lancée dans le monde de l'entreprise? Prendre de l'assurance. En fait, se rendre compte que c'est toi l'expert, tu connais ton produit, tu connais sa valeur, donc il faut que tu te mettes au même niveau du client. Pourquoi c'est à lui de vouloir acheter son produit et en fait pas de lui vendre, c'est surtout de le convaincre qu'il en a besoin parce qu'en fait tu connais son besoin et c'est plus une reco et c'est pas je me mets vraiment à ton service forcément et trop écouter en réalité, c'est plus écouter, je me reprends, c'est pas ne pas écouter son client mais se mettre surtout à la même position que son client. Nous aussi c'est notre métier, on a nos priorités, on a nos enjeux et on fait notre travail, donc du coup on a juste à prendre de l'assurance et se dire qu'on est l'expert de notre solution. Ok, top. Est-ce que tu as peut-être des livres ou des outils à recommander à nos auditeurs qui ont changé ton approche de la vente ou du management? Il y en a 2 auxquels je pense. Le premier, qui est peut-être pas hyper original, c'est The Sales Acceleration Formula. Ouais. Voilà. Le second, un peu plus, je pense, c'est Les femmes travaillent, les hommes triomphent. Et alors ça, c'est mon côté... Pourtant, je suis pas hyper féministe, mais c'est quand même... un livre hyper intéressant pour les femmes qui permettent du coup de se dire
comment je fais pour bien montrer mon travail, pour essayer de me développer en entreprise, etc. Parce que c'est une réalité, c'est moins évident. Et donc, en tant que femme, avoir quelques conseils, justement, d'une personne super successful de Yahoo, ça vaut le coup. Ok, tu prêches un convaincu et je vais l'offrir à ma femme pour Noël. Voilà. Merci beaucoup Jennifer pour tes bons conseils, pour ton temps et j'ai envie de te dire à bientôt et vive la vente. Avec plaisir Julien, à bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour pas rater notre prochain invité, je vous invite à vous abonner et à mettre 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast ou Spotify. Et vous pouvez aussi nous suivre sur LinkedIn. Je réponds à tous les commentaires et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et vive la vente!